La Fondation 101 Génome, eh bien voilà, vous l'avez eu entre les mains avec le magazine. Vous avez pu le lire. Comme Léon vient de le dire, c'est peut-être pas mal de passer à travers cette présentation pour le voir oralement et voir de quoi on parle concrètement. Alors, comme on l'a dit, tout le projet en fait est né à la naissance de notre petit garçon qui s'appelle Aurélien, donc qui est donc né le 3 septembre et qui a été diagnostiqué Marfan de novo à la suite de l'identification d'une mutation pathogénique sur l'exon 26 du gène fibrilline 1 sur le chromosome 15. Alors le syndrome de Marfan, je ne vais pas répéter tout ce que le professeur Bartlois vient d'expliquer brillamment, mais donc on a compris, hein, c'est une maladie, vous êtes bien placé pour le savoir, qui est plurisystémique, qui touche, qui est musculo-squelettique, pulmonaire, oculaire, cardiovasculaire, et dont le risque principal est donc cette dissection de l'aorte. Alors, la prévalence est faible, c'est une maladie rare, mais on retrouve tout de même, il y aurait pratiquement 2200 personnes atteintes en Belgique, et c'est une maladie qui est souvent méconnue et sous-diagnostiquée. On l'a dit, dans 70% des cas, elle est héréditaire, et dans 30% des cas, elle est de novo, comme ce qui est arrivé chez Aurélien. Alors, ce qui est tout à fait particulier, ce que nous avons découvert assez rapidement, c'est l'étendue du spectre d'intensité des atteintes. On s'est rendu compte assez rapidement, même lors de ces réunions, comme aujourd'hui, qu'on retrouve des familles dans lesquelles les mutations sont identiques, et certaines personnes qui sont très lourdement impactées par la maladie, et d'autres beaucoup moins. Et nous, ça nous a fort étonnés, et puis on est allé vers les chercheurs, et on s'est rendu compte que cet étonnement était partagé, et que dans l'état actuel des connaissances scientifiques, il y a cette grande variabilité de l'intensité des atteintes n'est pas encore bien comprise. Alors, comme on l'a dit, on a eu l'accueil de l'ABSM, ce soutien, ça nous a donné un élan pour explorer des pistes, pour aller de l'avant. Et ce projet qui est ici, j'aime à le dire, c'est un petit peu comme un fruit sur l'arbre qu'est l'ABSM. Ça a existé dans la continuation de l'ABSM. Donc, comme on l'avait écrit dans la revue, si vous voulez aider le projet qu'on vous décrit maintenant, la première chose à faire, c'est de s'impliquer dans l'ABSM et de la faire vivre. Une autre association de patients qui a joué un rôle déterminant dans notre projet, c'est l'association française. Vous voyez Marfan avec un S, je ne sais jamais si je peux le mettre, le S ou pas, mais eux le mettent. Donc voilà. L'association française a financé un outil qui nous a semblé absolument essentiel pour notre compréhension, notre accompagnement, notre compréhension de la maladie. C'est un outil qui s'appelle UMD FBN1. Et dans cet outil, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve toutes les mutations qui ont été identifiées, notamment par le professeur Lois, comme étant des mutations à l'origine de la maladie du syndrome de Marfan. On est parti de à l'annonce du diagnostic d'Aurélien, on a utilisé cette base de données et on a identifié une autre personne qui était aussi porteuse de la même mutation qu'Aurélien. On a commencé à se poser pas mal de questions et on a commencé à lire intensivement la littérature scientifique. Et c'est là qu'on a découvert quelque chose que nous avons envie d'appeler la révolution génomique. Alors qu'est-ce que c'est la révolution génomique? Donc ma femme et moi sommes des juristes, donc c'est un univers qu'on ne comprenait pas, qu'on ne comprend pas bien, donc on essaye de comprendre, on va les expliquer en quelques mots ce qu'on a compris. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on retrouve 23 paires de chromosomes dans chacune de nos cellules. Les chromosomes contiennent la plus grande partie des 20 000 gènes qui composent notre ADN et qui permettent de déterminer notre phénotype. On l'a dit, c'est sur le chromosome 15 qu'on retrouve le gène fibrilline 1, le gène FBN1 codant pour la fibrilline, qui est déficiente ou insuffisante chez les Marfan. Alors, on a appris la différence entre ce qu'est le génome et l'exome. Le génome, c'est vraiment la somme de toutes les indications génétiques, l'ensemble de tous les gènes, l'ADN. Et l'ARN, c'est ce qu'on peut appeler la partie codante, la partie qui s'exprime. On a ici un graphique qui est pas mal fait, qui exprime l'information contenue dans l'ADN pour pouvoir produire les protéines. Alors d'un côté, on a le génome, et de l'autre, on a l'exome codant. Là, on a découvert qu'il y avait cette évolution technologique qu'on est en train de vivre maintenant, dans laquelle on voit qu'on est passé d'une analyse génétique traditionnelle, où on passe à l'analyse d'un gène, à l'analyse, grâce à de nouvelles machines, à l'analyse de l'exome dans son entièreté, l'analyse du WES, et donc qui correspond à
3% du génome, qui est la partie identifiée comme étant codante du génome. Et ensuite, on voit apparaître maintenant de plus en plus l'utilisation de données beaucoup plus complètes, qui sont le Whole Genome Sequencing, WGS, où on retrouve l'entièreté de toute l'information génétique, l'entièreté du génome. C'est ces outils qui permettent aujourd'hui aux chercheurs à travers le monde d'entrer dans l'ère de la génomique. Alors, pourquoi est-ce qu'on entre progressivement dans cette dimension-là? C'est aussi une question de coût. À l'origine, le coût du séquençage du premier être humain était tout à fait conséquent. Aujourd'hui, les tarifs sont, grâce à la multiplication de l'utilisation, grâce à l'évolution de la technologie, le coût aujourd'hui, simplement du séquençage, pas de l'analyse, mais le coût du séquençage d'un génome est de l'ordre de $2000. Alors, il y a une entreprise qui est un petit peu leader dans cet univers-là, qui est l'entreprise Illumina, qui s'est donné comme mission de libérer le pouvoir du génome, le pouvoir de l'information contenue dans le génome. Cette libération permettrait de cartographier les liens entre les gènes et de mieux comprendre les interactions entre les gènes. C'est un petit peu ce dont parlait, enfin c'est précisément ce dont parlait le professeur Lois il y a quelques minutes en vous expliquant qu'il y a toute une série d'interactions au sein du génome, et c'est ça que la génomique va permettre d'essayer de mieux comprendre et de cartographier les liens au sein du génome. Vous entendez souvent parler de médecine personnalisée, c'est par cette voie qu'on va aller dans cette direction. Alors, au cours de nos lectures scientifiques, on a découvert ce projet, qui est un projet qui nous a beaucoup interpellés, qui est le Resilience Project. C'est un groupe de chercheurs qui a décidé de réanalyser une série de génomes qui étaient disponibles et qui, au sein de ces génomes, a découvert 13 individus qui étaient porteurs de mutations qui ont déjà été identifiées comme étant pathogènes et qui étaient à l'origine de maladies qui se développent dans l'enfance et normalement mortelles. Et ces personnes étaient visiblement en bonne santé et présentes. Donc ça nous a obligés à essayer de comprendre qu'il y avait quelque chose de particulier quant à la qualification des mutations pathogènes et de l'interférence potentielle d'autres éléments, de ce qu'on appelle de gènes modificateurs protecteurs. Alors, qu'est-ce que sont les gènes modificateurs? C'est un gène qui affecte l'expression d'un ou de plusieurs gènes, et le gène protecteur est un gène qui protège contre l'action délétère d'une mutation préalablement identifiée comme étant pathogène. Ici, on a un graphique qui explique très bien, à mon sens, le chemin parcouru. Et là, on parle à nouveau du professeur Holditz, dont il a beaucoup été question dans la présentation précédente, et qui a fait une interview, je pense que c'était en 2017, dans laquelle il explique que le croisement des données génomiques et phénotypiques pourrait permettre de comprendre comment les variants génétiques naturels peuvent protéger certaines personnes des conséquences d'une mutation de fibrillin 1, et sur cette base, éventuellement, d'être en mesure d'identifier des médicaments capables d'imiter la stratégie couronnée de succès de la nature. Alors, à la lecture de cette interview, j'aimerais autant vous dire que on est retourné vers le généticien qui avait identifié la maladie chez Aurélien. On lui a dit mais qu'est-ce que c'est, de quoi on parle? Il nous a dit écoutez, là oui, effectivement, c'est la direction dans laquelle on est, et si les associations de patients se bougent, d'ici une dizaine d'années, on pourrait mieux comprendre la maladie. Donc c'était vraiment ce message qui nous a passé, c'est il faut que les patients s'investissent, il faut que les patients participent à la recherche, soient un moteur de l'action et aillent dans cette direction pour permettre aux chercheurs d'aller plus loin. Notre santé, la santé de nos enfants est entre nos mains, entre les mains des chercheurs bien sûr, mais nous devons leur montrer que nous sommes là, les aider à avancer dans la bonne direction. C'est de là qu'est né, de ce constat qu'est né notre projet et la Fondation 101 Génome. Alors, la Fondation 101 Génome a pour objectif de faire avancer la recherche de 10 ans, en créant une base de données inédite qui permettra aux chercheurs d'apprivoiser la puissance du génome libéré, notamment par Illumina, pour mieux comprendre la maladie et mieux la soigner. Cette invention, cette innovation, ce que nous voulons proposer, s'appuie sur l'utilisation optimum des meilleures technologies disponibles aujourd'hui. Selon le professeur Anne de Pape, qui soutient notre projet, il s'agit d'un exemple unique et sans précédent de participation de patients à la recherche scientifique. Je ne pense pas que c'est sans précédent. Je pense que les grands projets qui ont été faits dans la mucoviscidose, dans d'autres maladies, ont chaque fois été portés par des associations de patients. Je pense que c'est sans précédent ici, pour Marfan, mais je pense que c'est le modèle qu'il faut promouvoir.
Alors l'idée, donc, ça sera de mettre en commun une plateforme. La Fondation mettra à disposition des chercheurs gratuitement à travers le monde les informations génomiques et phénotypiques croisées d'une cohorte de personnes atteintes du syndrome de Marfan. L'accès sera tout à fait protégé et sécurisé. C'est une des dimensions qui est, bon, nous sommes juristes, c'est une des dimensions qui est essentielle pour nous. Et l'accès ne se fera qu'avec l'aval d'un comité d'accès à la donnée génomique et phénotypique. L'idée est donc de permettre à toutes les équipes à travers le monde de partir avec une même base de départ et que le meilleur gagne et que le meilleur arrive à trouver le plus vite possible le meilleur médicament pour soigner nos enfants et mieux comprendre la diversité dans l'expression de la maladie. Alors, on s'est construit sous ce modèle de fondation avec comme projet pilote un projet spécifique au syndrome de Marfan, avec l'idée de démarrer sur une cohorte qui, effectivement, c'est tout petit, hein, on parle de 101 génomes, c'est très peu, mais c'est avec l'idée que c'est 101 plus 1 plus 1, on peut continuer à grandir au fur et à mesure des sommes que nous pourrions récolter. Nous sommes soutenus par la Fondation Rabaudouin et eux avaient énormément insisté sur le fait que nous devions nous présenter de façon à pouvoir héberger d'autres projets relatifs à d'autres maladies rares. Et ça me semble faire beaucoup de sens, parce qu'à partir du moment où on met en place quelque chose, ça serait pas mal de faire des économies d'échelle et permettre à d'autres maladies de l'utiliser. Loïs Dietz, LR dans l'os, toute une série d'autres maladies. Donc c'est ainsi que le projet a été conçu, avec un projet pilote qui permet de mettre en place l'ensemble de la procédure et de le répliquer potentiellement pour d'autres. Alors, nous avons soumis cette idée à une équipe de chercheurs internationaux. Et vous voyez ici les membres de les principaux membres de notre comité scientifique, qui est donc coprésidé par le professeur Gilles de Backer et le professeur Bart Loys. Ils sont aussi présents les équipes de Paris. Vous reconnaîtrez le professeur Guillaume Jondeau et Catherine Boileau, et alors bien sûr Anne de Pape qui est toujours présente, et le docteur Guillaume Smits, qui est donc un génomicien qui nous accompagne depuis le début. Alors, on n'aurait pas pu continuer à avancer sans le soutien, bien sûr, de l'ABSM, de l'association française, du groupe européen. Et alors, on a eu un soutien qui nous a énormément touché dès l'an passé, dès cette année-ci, en réalité, du groupe Radiorg, qui est le groupe qui chapeaute l'ensemble des maladies rares en Belgique, et qui nous a décerné son prix annuel en soutien de l'initiative que nous avions lancée. Vous avez ici la photo de Patrice, qui était l'ancien président de la Fondation française, qui était un des premiers à croire à ce projet et qui s'est tout à fait enthousiasmé pour ce projet et qui nous a vraiment aidé à le mettre en place. Alors on a aussi une autre dimension, c'est ce qui s'appelle le VACERN, qui est le réseau européen de référence pour les maladies rares, dans lequel les plus grands chercheurs spécialisés dans le syndrome de Marfan au niveau européen se regroupent. Et ce VACERN a en quelque sorte aussi servi d'incubateur et il a été à notre projet et il a été à la demande du professeur Bart Loys, il a été mobilisé pour aider à découvrir et à mettre en place une stratégie de cohorte. Il n'y a pas simplement eu la dimension européenne parce que le professeur Bart Loys est vraiment très très bien connecté dans le monde entier et on a eu des retours des centres partout dans le monde par rapport à ça. Donc, voilà. Alors récemment, on a eu un contact avec un projet qui est le projet anglais, qui est le 100 000 Genome Project anglais, qui était un projet qu'on avait vu et qui nous avait semblé vraiment une source d'inspiration, notamment quant au modèle de croisement des données génotypiques et phénotypiques et des questions d'accès et de sécurisation des données. Et récemment, on a été contacté par un groupe qui représente ce projet et qui nous a demandé de nous y affilier. C'est quelque chose qui nous a énormément touchés, parce que nous, notre projet, il est quelque chose de tout petit, mais eux, ils ont vu quelque chose d'intéressant. Et c'est d'autant plus étonnant que, justement, je pense que c'est le 6 décembre, le groupe anglais a annoncé avoir procédé au séquençage la 100 millième personne. Donc, eux ont déjà 100 000 génomes disponibles. Le succès de cette démarche est tel qu'au niveau britannique, ils ont décidé de passer dès l'an prochain à 1 million de génomes et d'ici 5 ans à 5 millions de génomes. C'est très ambitieux. Alors, comment est né ce projet anglais qui nous a tellement inspirés? Eh bien, c'est ici David Cameron, que tout le monde connaît comme étant le responsable du Brexit, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il était le papa d'un petit garçon
qui était atteint d'une maladie rare, et il a, dans ce contexte-là, beaucoup appris, un petit peu comme nous, et il a très vite compris l'intérêt d'explorer la dimension génomique et de mettre en place une plateforme telle que le 100 000 génomes. Il y a aussi un élément, c'est que, ici Léon disait qu'on venait découvrir en quelques mois qu'Aurélien était malade. En fait, ça n'a pas été si simple que ça. C'était une odyssée diagnostique qui a pris pas mal de temps et qui a pris pas tant de temps que ça, mais ça nous a semblé un temps infini avant d'obtenir un diagnostic. Et on a compris que si la technologie WGS avait été disponible, peut-être que ce diagnostic aurait pu être disponible plus rapidement. Donc, notre démarche est aussi d'aider et de promouvoir l'utilisation du WGS pour aller plus vite dans la phase diagnostique et soutenir cet élan-là. Alors en conclusion, notre projet n'est qu'une petite étincelle, c'est quelque chose qui n'a pas l'ampleur d'un projet étatique, mais qui se propose comme une proposition pour faire naître quelque chose et d'aller peut-être plus loin au niveau européen. Et on espère, on rêve qu'elle permettra de mieux faire comprendre la maladie. Et ici, j'aime bien beaucoup cette citation, de nouveau, du professeur Bartlois, dont il a été beaucoup question aujourd'hui. Donc il dit « La génétique a connu une véritable révolution technologique ces dernières années, et le moment est venu d'utiliser cette technologie pour découvrir les explications génétiques des disparités observées entre les patients Marfan. » Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a toute une série de personnes qui nous aident. Il y a tout le comité scientifique, il y a de l'équipe de l'ABSM, l'association française. Au niveau du Wassern aussi, on a pas mal de soutien et toute une série de personnes individuelles qui sont là pour nous aider. Donc voilà, donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions particulières par rapport à ce projet, c'est le moment de les poser, puisque Bart est là aussi, donc il pourra peut-être répondre à des questions plus précises. Voilà.